Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Propial. Donc, il est 17h01, l'enregistrement est lancé, sachez-le. Et donc, nous sommes 34 participants, donc nous allons pouvoir commencer le Propial. Et nous espérons que les quelques 60 personnes inscrites nous rejoindront rapidement. Mais le temps nous est compté. Donc, on va pouvoir commencer. Je me présente, je suis Anne Rosel, donc directrice générale de l'I2EPI, et j'ai le plaisir de présenter ce Propial avec Emmanuel Hazer de la CCI de Strasbourg et aussi Sophie Gastine de l'INPI Grand Est. Et je représente également Philippe Borne, délégué régional Grand Est, que vous connaissez tous très très bien et qui est actuellement en congé. Donc, je prends sa place pour l'animation de ce Propial. Rapidement, les propiales, pour les resituer, sans doute les connaissez-vous tous, mais donc ils sont organisés maintenant depuis 2005. Le premier propial a eu lieu le 19 mai 2005, donc ça commence à dater. On fêtera bientôt les 20 ans des propiales, et c'est une initiative donc de la CCI Alsace Eurométropole. Donc, comme je le disais, Emmanuel Hazer est présente parmi nous, de l'INPI Grand Est, donc avec Sophie Gastine, mais aussi je vois Pauline qui est ici aussi. Donc il y a des personnes de l'INPI qui sont là, et également donc comment dire, en co-animation avec les deux EPI. Le but des propiales, c'est de pouvoir traiter des thématiques autour de la propriété intellectuelle. Donc, depuis maintenant presque une vingtaine d'années, ce sont beaucoup de thématiques qui ont été abordées. L'espionnage industriel, la contrefaçon, la protection du design, l'open innovation, l'intelligence artificielle, la blockchain, le secret des affaires, la JUB, qui nous occupe tous beaucoup. Et aujourd'hui, donc, la thématique sur la sécurisation des collaborations, dont nous savons que c'est une chose très importante parce qu'elle participe de la nécessité, bien évidemment, de clarifier les droits et les responsabilités des parties, de sorte à établir des accords clairs sur la propriété des créations et des inventions, déployer un arsenal aussi qui permet de respecter les législations nationales. Alors attention à vos micros, veillez bien à ce que les micros soient coupés. Donc de déployer un arsenal qui permet de respecter les législations nationales et internationales, et puis aussi effectivement de mettre en place des mesures de confidentialité et de non-divulgation, qui est une stratégie effectivement fondamentale pour protéger les informations sensibles et les innovations partagées. Donc ce soir, pour nous parler de cette thématique très riche, nous accueillons 3 experts que je vais vous présenter. Valentin Angle, qui donc vous venez de la société, donc vous êtes chez Laurent et Charras, donc en tant que responsable du département ingénierie contractuelle. Vous êtes titulaire d'un master de juriste d'affaires et diplômé DGCE de l'Université Toulouse-Capitole. Vous avez ensuite concrétisé votre parcours de formation dans le secteur de la propriété intellectuelle en obtenant un certificat d'études spécialisées en propriété intellectuelle à Montpellier. Et donc aujourd'hui, après avoir exercé pendant quelques années au sein d'un groupe industriel international dans le transfert de technologie, vous êtes désormais, donc, je l'ai dit, chez Laurent et Charras depuis 2021 en tant que responsable du département ingénierie contractuelle. Donc bienvenue à vous Valentin et merci d'avoir accepté d'animer ce Propial. Ensuite, nous accueillons Jérôme Ville. Donc, Jérôme, vous avez effectué toute votre carrière chez Fibroline. On dit Fibroline? 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 Alors, on peut dire les deux. On Je veux peut dire dire le les deux. synonyme, il n'y a pas de souci. D'accord. On va le franciser. Donc, chez Fibroline, depuis 2003, donc vous avez été d'abord project manager, puis technico-commercial engineer, puis business development director, et enfin, vous êtes CEO de Fibroline. Donc, Fibroline, qui est une société de technologie et d'ingénierie basée en France, qui a déposé beaucoup de brevets dans le domaine révolutionnaire de la technologie de l'imprégnation des matériaux à sec, donc technologie qui permet d'imprégner des matériaux sous forme de poudre dans des structures poreuses. Donc, merci aussi à vous, Jérôme, d'avoir accepté d'animer ce Propial avec nous. Merci. Et puis, nous accueillons enfin Rémi Perrin. Donc, Rémi, vous êtes entré en 95 chez Soprema, où vous êtes toujours, dont on sait tous. Donc, l'entreprise Soprema est une entreprise manufacturière qui a été créée en 1908 à Strasbourg. Donc, du coup, on joue un peu à domicile. Vous êtes entré donc en 95 chez Soprema en tant que R&D manager, et aujourd'hui, vous occupez désormais le poste de directeur R&D, donc toujours chez Soprema. Merci également à vous, Rémi, d'avoir accepté d'animer ce Propial sur cette thématique de la sécurisation des collaborations. Donc, sans plus attendre, nous allons pouvoir commencer. On commencera donc par une intervention donc, de Valentin, qui durera une petite demi-heure. Donc, Valentin, on n'a pas fait le test de projection des diapos, mais je pense que tout va bien se passer. Ce que je vous propose pendant la présentation de Valentin, c'est de garder un œil sur le fil de conversation, au cas où vous ayez des questions, pour pouvoir laisser la fluidité à Valentin dans sa présentation.
Si jamais il y avait des questions très importantes, je vous invite à lever la main. Donc je serai pour ma part un petit peu la régulatrice de la conversation et du fil de discussion. Puis, Jérôme, vous, partagerez votre expérience chez Fibroline sur la sécurisation des collaborations et également Rémi ensuite, en tant que R&D de chez Soprema. Ça nous laissera enfin un temps de questions-réponses, et ça devrait nous amener à peu près vers 18h15-18h30, heure de fin de ce propial. Donc écoutez maintenant, place à vous les experts. Donc et encore merci à toutes et tous. Nous sommes 40, donc nous pouvons, commencer et je vous laisse la parole, Valentin. Oui, alors du coup, je vais prendre la main peut-être pour partager la présentation. Oui, pardon, pendant que vous présentez, je vais vous inviter toutes et tous, si vous le voulez bien, donc bien évidemment, coupez vos micros quand vous ne parlez pas et coupez les caméras aussi, sauf Valentin, de sorte à ce qu'on puisse, économiser le plus possible de bande passante. Voilà, merci à vous. Vous confirmez que c'est bon, vous avez la présentation à l'écran. Tout est bon, parfait. Donc, effectivement, on va parler aujourd'hui du sujet de la sécurisation des collaborations, qui sont un enjeu particulier et assez récurrent. C'est vrai que ces dernières années, euh, c'est un sujet qui revient assez souvent pour les entreprises. Et nous, au cabinet, étant en charge des contrats en particulier, c'est un sujet qui forcément, je suis amené à traiter assez souvent. Et peut-être même plus encore, j'ai l'impression que les entreprises en général se lancent de plus en plus dans ce genre de projet. Et on constate que c'est vraiment une pratique qui concerne les entreprises à toutes les échelles. On a vraiment des startups, des toutes petites entreprises, même des particuliers presque auto-entrepreneurs. Et à côté, on va avoir des PME, des ETI ou même des grands groupes qui, eux, sont souvent plus habitués à ce genre de travaux en collaboration. Donc, la collaboration, c'est un mot un peu large, hein, puisqu'on peut rentrer beaucoup de notions dedans. Ça peut être un simple accord de R&D type études, voire prestations. Ça peut être des collaborations de recherche. Alors là, on pense tout de suite aux collaborations de recherche publiques-privées qui sont aussi assez courantes. Je vois qu'il y a un petit commentaire sur le mode diaporama. Je Oui, c'est suppose que bon, ça ça apparaît. fonctionne. C'est parfait, Valentin, ça apparaît. Donc, je disais oui, que les collaborations existent sous de nombreuses formes. On peut même aller jusqu'au consortium où là, on a des collaborations qui rassemblent du public, du privé, souvent à l'échelle européenne. Ça peut être parfois des dossiers même portés avec derrière des financements européens. Donc, c'est vraiment une notion très, très large. En termes d'accords, ça peut aussi forcément prendre beaucoup de formes différentes. Après, généralement, on se rend compte que les points majeurs, on peut assez facilement les identifier et c'est dont on va parler tout à l'heure, donc en essayant de voir un petit peu quels sont les points critiques et sur quoi il faut faire attention quand on se lance dans ce genre de projet pour se sécuriser par rapport à la propriété intellectuelle. Donc, les collaborations, bien entendu, ça présente de nombreux avantages, hein, puisque ça permet parfois de limiter les coûts, de mettre en commun des ressources, de profiter de l'expérience de tiers. Ça peut être une expertise métier qu'on n'aurait pas en interne. Ça peut être des technologies, des brevets, des logiciels qu'on ne sait pas mettre en œuvre ou qu'on ne maîtrise pas. Donc, c'est sûr que la collaboration, ça présente de nombreux avantages et c'est évident, et c'est une des raisons pour lesquelles c'est une pratique autant en vogue aujourd'hui. Mais avec ces avantages, il y a bien sûr quand même quelques petits risques et quelques petits inconvénients. Forcément, à s'ouvrir vers d'autres, on peut ouvrir un accès à ses propres informations confidentielles, à ses propres technologies, à ses propres ressources. Et en faisant ça, nécessairement, il va y avoir une notion de risque quelque part. Et donc, c'est ce risque que les contrats viennent encadrer.
Et le but, c'est vraiment qu'on puisse se lancer dans des projets de manière sereine. Donc c'est là toute l'importance, je pense, des contrats qui sont parfois vus un peu comme une contrainte et un travail administratif supplémentaire au moment de lancer les projets. Mais il faut toujours garder en tête que c'est ce qui permet de se protéger aussi, donc d'où l'importance d'y avoir recours. Donc avant d'en arriver au sujet des collaborations, je voulais quand même avoir un petit mot sur le sujet de la confidentialité qui est bah, quand même fortement lié à la question des collaborations, puisque nécessairement on va faire des choses avec des tiers, on va faire des choses en commun, donc on va ouvrir un petit peu les portes de son entreprise souvent et ben, donner accès à des connaissances, des savoirs, des informations qu'on a en interne. Et donc, ben, nécessairement, c'est important de se protéger par rapport à ces choses-là. Alors aujourd'hui, la confidentialité, c'est une pratique qui est quand même assez répandue, hein, même au niveau des startups ou des petites entreprises. On se rend compte que les gens sont assez bien sensibilisés pardon, à la question de la confidentialité. Donc, c'est souvent des sujets plus faciles à traiter aujourd'hui, je l'estime. Mais bon, c'est toujours bon de faire un rappel et de se redire un petit peu les bonnes pratiques en la matière. Donc, au niveau de la confidentialité, pourquoi les accords de confidentialité? C'est simplement parce que aujourd'hui, au niveau de la loi, on a un certain nombre de dispositifs qui permettent quand même d'être protégés. Donc, vous les avez à l'écran, hein. On peut avoir la violation du secret de fabrique. Plus récemment, on a eu la notion de secret d'affaires qui a été consacrée en droit français. On a aussi une notion de confidentialité des négociations qui a été introduite dans le Code civil au moment de la réforme du droit des obligations en 2016. Puis on a aussi la notion de rupture abusive des pourparlers, où on pourra encore avoir la concurrence déloyale, où là on est sur des mécanismes de responsabilité de droit commun, donc c'est l'article 1240 du Code civil. Et donc globalement, on a des dispositifs légaux qui permettent de se protéger par rapport à la confidentialité et à des éventuelles bah, fuites de données, utilisation non autorisée de données ou d'informations qui sont sensibles et qui sont confidentielles. Mais on se rend compte par la pratique que tous ces dispositifs, ils sont pas toujours très adaptés, ils sont pas forcément évidents à mettre en pratique. Et globalement, ils reposent souvent sur un mécanisme de responsabilité similaire au droit commun, donc qui n'est pas évident à mettre en place puisqu'il oblige à aller voir un juge, à avoir des éléments de preuve, et c'est souvent un préjudice qui est peu reconnu et difficile à quantifier et à réparer. Donc globalement, c'est pas forcément sur ces dispositifs légaux qu'il faut se reposer pour être protégé en matière de confidentialité. Et donc c'est pour ça que les accords de confidentialité aujourd'hui sont un accord bah, qui est aussi répandu et qui est aussi commun, parce que c'est en fait la meilleure solution pour se protéger quand on va divulguer des informations et forcément quand on va collaborer de manière plus importante, notamment dans des projets de R&D. Donc, on le sait tous, pour les entreprises, bah, les informations confidentielles, alors que ce soit des informations financières, techniques, stratégiques, commerciales ou autres, bah, ça représente des actifs immatériels qui sont stratégiques, qui sont importants de protéger et qui sont aussi difficilement quantifiables en termes de valeur. Donc, d'où l'importance d'encadrer ces flux d'informations pour pouvoir actionner les bons mécanismes si jamais il y avait des complications. Donc là, globalement, le mécanisme traditionnel, ça va être l'accord de confidentialité. Donc là, on est plutôt en phase précontractuelle. Donc la bonne pratique commerciale, c'est quoi? C'est on envisage un nouveau projet, on veut discuter d'un partenariat avec un tiers.
on veut mettre en place des prestations, une collaboration de R&D, là, c'est vraiment presque dans tous les cas, j'ai envie de dire, qu'un NDA peut être mis en place. Mais donc l'accord de confidentialité, c'est le premier accord à mettre en place quand on va commencer à discuter avec un tiers sur un projet. Et dans un second temps, en général, ce qui se fait, c'est qu'une fois que l'accord de confidentialité a été conclu et qu'on amorce la négociation du contrat définitif, du contrat principal, donc ça va être un contrat de collaboration, un contrat de transfert de technologie, tout type de contrat. En général, les contrats incluent une clause de confidentialité. Donc là, c'est un autre point d'attention. C'est pas parce qu'on a signé un accord de confidentialité qu'il ne faut pas faire attention à la notion de confidentialité dans le contrat définitif qu'on va conclure après. Donc, c'est une notion qui se traite en deux temps. Alors là, petit point un peu pratique, étant donné que c'est une question qui est traitée en deux temps, il y aura souvent la question de la superposition entre les accords. Et est-ce qu'on maintient le NDA conclu à l'origine ou est-ce qu'on prend le relais et on supprime quelque part le NDA pour uniquement se baser sur les clauses de confidentialité du contrat? Là, on a plusieurs options. C'est plutôt des détails de rédaction. Mais donc, globalement, sur la confidentialité, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un sujet, c'est le premier sujet à traiter d'un point de vue contractuel. En général, c'est la première chose à faire, c'est mettre en place un accord de confidentialité pour encadrer les échanges et ce qui va suivre. Et donc, on va voir un peu en détail les points importants de l'accord de confidentialité. Donc, au niveau de l'objet du préambule, globalement, ce qui est important dans l'accord de confidentialité, c'est de bien encadrer le sujet qu'on veut traiter et le pourquoi du contrat, en fait, quel est l'objet du contrat. Donc là, généralement, il vaut mieux éviter les accords trop larges où on parle juste de vouloir échanger des informations pour collaborer. La bonne pratique là, c'est plutôt de conclure un NDA qui va viser directement le projet. Donc, si c'est un projet de R&D, on va décrire quel est le projet et vers quoi on veut tendre, quels sont les objectifs, pourquoi on veut collaborer. Donc là, globalement, l'idée, c'est de poser le contexte du contrat pour permettre une meilleure application du contrat par la suite. Un deuxième point, ça va être la question de l'engagement unilatéral versus bilatéral. L'engagement bilatéral, c'est la pratique standard en matière de confidentialité. En général, on part du principe que les deux parties vont échanger des informations. Donc, on met en place un accord bilatéral qui permet de traiter les flux d'informations dans les deux sens. Il faut quand même garder en tête que les engagements unilatéraux ont un certain mérite et une certaine utilité. C'est pas non plus dans tous les cas que l'engagement doit être bilatéral. Et si en pratique, on sait qu'une seule des parties va divulguer des informations confidentielles, il n'y a pas forcément de raison de conclure un engagement bilatéral. Et c'est là où l'UNDA unilatéral peut avoir son importance. Ça permet de ne pas s'engager inutilement quelque part à des obligations supplémentaires. Donc, ça peut être une bonne pratique à implémenter et qui demande de regarder au cas par cas dans les projets les besoins en termes de divulgation d'informations pour que les contrats soient le plus adaptés par rapport à ce qu'on va faire. Donc après, en termes de durée, au niveau de la confidentialité et des accords de confidentialité, il y a deux grandes notions de durée. Donc il va y avoir la durée du contrat et la durée des obligations de confidentialité en elles-mêmes. En général, la durée du contrat, elle est plutôt courte, donc c'est souvent plutôt 1 ou 2 ans. Et ensuite, la durée des engagements de confidentialité, c'est plutôt plus long nécessairement, puisque c'est là que la vraie protection de l'accord de confidentialité repose. Donc, la durée des obligations de confidentialité, c'est à minima la durée du contrat, puisque c'est la durée pendant laquelle on va échanger. Et en plus, on va ajouter une durée post-contractuelle, donc là, qui sera aussi à définir. En général, on est sur 5 ans. Alors, il y a des cas particuliers où on peut aller au-delà, sur 10, 15 ans, dans des industries où il y a
des enjeux un petit peu particuliers en termes de confidentialité. Donc, je pense à l'aéronautique, au nucléaire, etc., donc des secteurs un petit peu sensibles. Mais donc, la pratique sur l'accord de confidentialité, c'est donc d'avoir ces deux notions de durée auxquelles il faut faire attention. Alors, la durée du contrat en soi, elle est un peu moins importante quelque part, étant donné que le contrat peut toujours être renouvelé si on se rend compte qu'elle était un peu trop courte. Par contre, la durée des obligations de confidentialité, c'est là que se trouve quelque part le cœur des obligations et du contrat, et c'est là où il faudra être vigilant à ce que la durée soit suffisante pour qu'on soit protégé. Donc, ensuite, au niveau des obligations essentielles des parties, donc les points un petit peu à voir et à s'assurer qu'ils sont présents et inclus dans le contrat pour qu'on soit bien protégé et que son périmètre soit suffisamment large. Donc, bien entendu, on a le fait de protéger et de conserver la confidentialité des informations. La question de la diffusion auprès des salariés, donc là en général on va demander que seuls les salariés impliqués dans le projet puissent avoir accès aux informations et qu'ils soient eux-mêmes engagés à des obligations de confidentialité. La notion de non-divulgation, donc au-delà de protéger la confidentialité des informations, c'est s'interdire à les divulguer à des tiers. Donc ça c'est le premier penchant des accords de confidentialité. Donc, ça va être toutes les obligations de confidentialité au sens strict. Donc, c'est le fait de garder les éléments transmis comme confidentiels et de ne pas les divulguer. Donc, sur les accords de confidentialité, il y a un deuxième penchant qui est souvent un peu oublié, mais qui est tout aussi important. Ça va être la question de la non-utilisation. C'est ici le fait de s'interdire d'utiliser les informations qu'on va recevoir pour des besoins autres que ceux du contrat ou du projet de collaboration, par exemple. C'est un point qui est souvent oublié et c'est un point auquel il faut faire aussi attention que la confidentialité, puisque bien entendu, si demain vous transférez des informations confidentielles à un tiers, vous ne voulez pas que ce tiers puisse les utiliser pour ses propres projets en interne. Donc typiquement, ça va être une obligation qui est vraiment impérative et qu'il ne faudra pas oublier dans les contrats. Donc deux grands types d'obligations, la confidentialité et la non-utilisation. Et donc pour finir sur les obligations, et pour plus revenir sur les aspects propriété intellectuelle, trois points importants dans les accords de confidentialité. Le premier, ça va être le fait de préciser que les informations restent la propriété de la partie qui les a communiquées. Là, quelque part, c'est évident et c'est quelque chose qui paraît logique, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas l'inclure dans le contrat pour éviter des revendications ou des réclamations. L'interdiction de déposer une demande de brevet ou tout autre titre de propriété intellectuelle sur les informations qu'on va transmettre à l'autre partie. Donc là, c'est vraiment une protection au niveau de la propriété intellectuelle et ça permet de se protéger et donc éviter que le tiers avec qui on collabore puisse se permettre de déposer des titres de propriété intellectuelle et essayer quelque part de s'accaparer des technologies qu'il n'aurait pas forcément développées seul. Donc là, l'idée, c'est de protéger sa propriété intellectuelle à soi en prévoyant ça. Et donc le dernier point, ça va être sur le reverse engineering, donc interdire à son partenaire de réaliser des opérations de décompilation, si c'est du logiciel, ou de reverse engineering, si c'est plus des prototypes ou des technologies au sens matériel et physique. Donc là, encore une fois, c'est protéger sa propriété intellectuelle et se protéger par rapport à tous les échanges qu'on va avoir dans le cadre de l'accord de confidentialité et du projet qu'on a entre nous, et donc sécuriser sa propriété intellectuelle existante. Donc pour finir sur les accords de confidentialité, il y aura trois points qui seront des recommandations et les points, je pense, les plus importants en tant que chef d'entreprise ou en tant que juriste ou responsable en interne des contrats. Mais donc, le premier point, ça va être la traçabilité des informations.
et c'est l'importance du marquage des documents. Donc, alors ça concerne les accords de confidentialité, mais globalement, ça concerne tout projet de collaboration et dans la mesure où on va travailler avec des tiers et qu'on va échanger des documents, des informations, euh, l'importance du marquage, donc le fait de mettre de noter confidentiel en marge des documents ou sur les présentations qui sont faites, le fait d'ajouter des petites mentions comme tout droit réservé, reproduction interdite, divulgation, utilisation interdite. Donc tout ce marquage-là euh, qui va être mis en place et qui suit l'accord de confidentialité, et en général, l'un va avec l'autre. C'est une pratique, bien entendu, très importante et qui doit être mise en place, alors qui est accord de confidentialité ou pas, mais ça vient un petit peu rajouter une couche supplémentaire, on va dire, sur la sécurité qui est apportée par l'accord de confidentialité. Donc, se garantir quelque part une traçabilité des informations, ça peut aussi passer par le fait de faire des comptes rendus à la fin des réunions pour savoir ce qu'on a échangé. Mais donc tout ça, ça rentre dans les bonnes pratiques liées à la confidentialité. Deuxième point, la sensibilisation des équipes. Là, ça va être en interne, le fait de sensibiliser les opérationnels à la confidentialité. Donc, bien entendu, nous, quand on est juriste, alors je parle pour moi, c'est pas forcément le cas de tout le monde ici, mais les juristes qui travaillent sur les contrats, ils ont tendance à considérer qu'une fois que l'accord de confidentialité est signé, on est tranquille et on peut parler librement. Mais on ne sait pas forcément ce qui se passe après au niveau opérationnel et quelles informations sont transmises et qu'est-ce qui se passe en termes d'échange. Et c'est là où la sensibilisation dans les entreprises est importante et le fait de transmettre ces problématiques et ces risques liés à la confidentialité pour que tout le monde puisse avoir ces bonnes pratiques, notamment de marquage des informations, de traçabilité, etc. Là aussi, ça permet de se sécuriser encore un peu plus par rapport à toutes ces questions de confidentialité. Donc, une autre bonne pratique à implémenter. Et la dernière, ça va être le suivi des accords. Où là, c'est le fait d'avoir un suivi des contrats pour avoir pour pouvoir anticiper en fait l'expiration et le renouvellement des contrats, parce que pour travailler en lien avec beaucoup d'entreprises qui font de la recherche et qui font ce type de projet, on se rend compte que justement on signe les accords en début de projet, sauf qu'en pratique les projets peuvent prendre plus long que ce qui avait été prévu. On va avoir des décalages de calendrier, ce genre de choses. Et on se rend compte que les accords, on a dépassé le terme prévu. On n'est plus forcément dans les clous de ce qui avait été prévu à la base. Donc c'est là où c'est important aussi d'avoir un système en interne de suivi des accords pour savoir quand est-ce qu'ils arrivent à terme, quand est-ce qu'il faut les renouveler, ce genre de choses, puisque ça va toucher forcément à la confidentialité. Et un contrat qui arrive à terme, ça voudra dire que nos échanges ne sont plus forcément couverts par les obligations de confidentialité. Donc là, pareil, bonne pratique, suivi des accords pour être bien conscient de ce qui est en vigueur, ce qui ne l'est pas, et éventuellement prendre les actions nécessaires pour relancer les contrats et les nouvelles signatures si besoin de se protéger. Donc voilà pour le petit point sur la confidentialité. Avant de se lancer sur le sujet du jour qui est les accords de collaboration et comment se protéger, comment sécuriser ces collaborations. Donc, comme je le disais tout à l'heure en introduction, les collaborations aujourd'hui, c'est un sujet majeur pour les entreprises puisqu'on en voit de plus en plus, mais c'est aussi au cœur des activités d'entreprise puisque la R&D, ça va être le moteur de l'innovation qui derrière sera le moteur de l'aspect commercial. Donc, la R&D aujourd'hui, c'est un sujet important pour les entreprises.
C'est aussi un centre d'investissement important pour les entreprises qui engagent des sommes importantes pour pouvoir développer de nouvelles choses, des innovations. Et donc, les accords de collaboration, ça entre dans ce cadre-là. Et donc, dans le fait que les entreprises travaillent de plus en plus à développer leur R&D. Donc, pour les accords de collaboration, ce qui est important de faire en termes de lecture pour pouvoir se sécuriser au mieux et pour pouvoir envisager ces accords de la meilleure des manières possibles. Euh, à titre personnel, je pense que c'est important d'avoir une double vision. Ça va être la vision de l'avant et la vision de l'après. Donc là, je parle de protection et d'anticipation sur la slide. C'est vraiment le fait, au moment où on va vouloir se lancer dans une collaboration, dans un projet en commun avec un partenaire, c'est de se poser à cet instant T et de se dire qu'est-ce qui existait avant et qu'est-ce qu'on va vouloir faire après, donc, suite à ce projet. Et donc, c'est grâce à cette double vision, quelque part, qu'on va réussir à se protéger au mieux et à avoir une vision globale pour, pour se protéger à la fois sur l'existant et pour pouvoir anticiper au mieux sur le futur et la propriété intellectuelle, et notamment la propriété intellectuelle qui fait partie des différents aspects des contrats de collaboration. Donc, bien entendu, donc, parmi les dispositions de ces contrats, il y a plusieurs postes importants. Donc, ça va être la propriété intellectuelle. Si on est sur une collaboration de R&D, ça paraît évident. Donc, là, en termes de propriété intellectuelle, et pour refléter ce que je disais avant, donc là, typiquement, la vision de l'avant, donc la vision protection, ça va être tout ce qui concerne les connaissances antérieures et les connaissances propres. Donc, c'est les choses, c'est toute la propriété intellectuelle en fait que on a dans son entreprise à l'instant T avant de se lancer dans la collaboration et donc il va être important de protéger puisque c'est des connaissances qu'on sera peut-être amené à mettre en œuvre ou à partager avec son partenaire. Et donc il est important de se protéger par rapport à son existant euh, et en fonction et par rapport à ce qui va se passer dans le cadre de la collaboration. Et donc là aussi, bien entendu, la confidentialité, ça va être un autre moyen de protection par rapport à cet existant. Et donc pour ce qui est de la vision future, donc l'avenir et l'anticipation, là, ça va être tout le sujet des connaissances nouvelles, donc les résultats de la collaboration. Alors là, on le verra tout à l'heure, on peut avoir plusieurs notions, résultats propres, résultats communs, mais globalement, l'idée, c'est d'anticiper qu'est-ce qui peut se passer et quels vont être les résultats qu'on pourra obtenir dans le cadre de la collaboration pour pouvoir se protéger au mieux par rapport à ça et se répartir éventuellement la propriété, les droits d'exploitation. Et donc là, ça va être des sujets qu'il faudra se poser, des questions qu'il faudra se poser en amont et le prévoir dans le contrat pour sécuriser les choses et pour pouvoir entrer dans la collaboration en connaissance de cause et pour éviter d'avoir des surprises en bout de course au moment où on aura les résultats entre les mains. Donc, bien entendu, il y a d'autres notions qu'on retrouve un peu généralement dans les contrats. Donc, ça va être une question de responsabilité, de garantie, les aspects financiers. C'est aussi des points qu'il faudra traiter dans la collaboration. Donc, voilà. Euh, un petit point sur les spécificités liées au contrat de collaboration. Donc là, typiquement, ça va être sur la propriété intellectuelle. En fonction de la nature de la collaboration et de la nature de la propriété intellectuelle qui va être impliquée, on pourra avoir un certain degré dans le contrat de vigilance à apporter sur tel ou tel point. Donc là, j'ai pris l'exemple du savoir-faire. Donc le savoir-faire, en général, c'est la propriété intellectuelle qui
présente un caractère secret, mais qui ne peut pas être protégé par un titre de propriété intellectuelle au sens commun du terme, donc que ce soit un brevet, du droit d'auteur, un dessin et modèle. Donc le savoir-faire, c'est les éléments secrets, mais qui font partie de la propriété intellectuelle de l'entreprise. Et donc là, le seul moyen de se protéger par rapport à ces éléments-là, en général, ça va être le strict respect de la confidentialité. Donc typiquement, si dans le cadre d'une collaboration, on sait qu'il y aura une notion de savoir-faire euh, à mettre en jeu, alors soit que ce soit un savoir-faire que nous, on va apporter, soit que la collaboration ait pour but de développer justement le savoir-faire. Mais donc typiquement, si on sait qu'on aura un sujet de savoir-faire dans le contrat de collaboration, ça va demander d'apporter une attention particulière à toutes les notions de confidentialité, en plus de la propriété intellectuelle au sens classique, puisque le savoir-faire n'étant protégé que par ce moyen-là, nécessairement, il faudra être plus vigilant par rapport à ça. Donc, pour présenter globalement les points d'attention par rapport au contrat de collaboration et ce à quoi il faut faire attention, donc j'ai mis sur cette slide les points, on va dire, généraux de la collaboration avant de rentrer dans le détail de la propriété intellectuelle et un petit peu les questions qu'il faut se poser pour pouvoir envisager la rédaction du contrat et pour pouvoir être sûr de tout discuter et d'être bien aligné avant de se lancer dans la rédaction du contrat pour arriver à un contrat suffisamment étendu et suffisamment large pour sécuriser toutes les parties en présence. Donc là, ça va reposer principalement sur trois questions. Donc c'est qui fait quoi? Là, ça va être l'aspect plus technique et l'aspect plus opérationnel de la collaboration. Donc là, le point le plus important, à mon sens, ça va être le programme de R&D. Donc en général, on appelle ça l'annexe technique, donc, parce que c'est quelque chose qui va se retrouver en annexe du contrat. Donc le programme de R&D, ça va être le programme qui définit les objectifs, les livrables, les jalons, le planning. Donc c'est vraiment, ça peut être les lots de travail, etc., le work package, il y a plusieurs appellations. Mais globalement, le qui fait quoi, c'est souvent ce qui est traité en premier, ce qui est une bonne chose puisque c'est important que ce soit bien exhaustif dans le contrat pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises pendant la réalisation de la collaboration. Donc, premier point, c'est se mettre autour de la table et se définir de manière claire quels vont être les objectifs du projet, les livrables associés, les jalons, etc., pour avoir un programme de R&D clair. Un deuxième point qui peut être intéressant dans le qui fait quoi, c'est comment est-ce qu'on suit l'exécution de la collaboration. Donc là, en général, ce qu'on fait au niveau des contrats, c'est qu'on va mettre en place un comité de suivi, un comité exécutif, qui est en fait on va désigner un représentant de chaque partie et on va les nommer dans ce comité pour suivre la collaboration sur le plan opérationnel. Donc là, on va intégrer ça dans le contrat pour s'assurer d'avoir les bons interlocuteurs et d'organiser le suivi de la collaboration du mieux possible et ce, dès la genèse par, par le contrat qui va encadrer un petit peu la gestion opérationnelle de la collaboration. Donc ensuite, pour le qui est responsable de quoi, alors c'est un petit peu en lien avec le qui fait quoi. Là, c'est d'un point de vue plutôt juridico-financier. C'est la question de se répartir les responsabilités. Donc les responsabilités d'un point de vue juridique, c'est à quel degré de responsabilité on s'engage dans la collaboration. Donc là, souvent, on va avoir la notion d'obligation de moyens versus obligation de résultat.
où là, si on est sur une obligation de moyens, et c'est en général le cas dans les accords de recherche, ça veut dire qu'on va mettre tous ces meilleurs efforts, mettre les moyens en œuvre de sorte à aboutir au résultat attendu sans garantir qu'on puisse l'atteindre, puisque c'est l'essence même de la recherche, c'est qu'on n'est pas toujours sûr d'arriver au résultat voulu, versus donc l'obligation de résultat, qui est plutôt là une obligation qu'on retrouve dans les contrats de prestation, où là on s'engage vraiment à obtenir un résultat particulier, et dans le cas où on ne l'obtiendrait pas, on engagerait sa responsabilité puisqu'on serait en inexécution contractuelle. Donc là, faire attention au degré d'engagement qu'on prévoit dans le contrat, et donc plutôt se mettre au niveau d'une obligation de moyens en général. Et donc pour le reste des responsabilités, donc, qui vont être plutôt financières, là, ça va être en fait, préciser quels seront les apports d'un point de vue financier. Et donc, c'est un petit peu en lien avec le Québécois qu'on a à côté. Donc, comment sont pris en charge les frais liés à la collaboration? Donc, voilà. Comment est-ce que chacun va financer la collaboration? Est-ce que chacun paie sa propre part et sa contribution par rapport aux recherches? Éventuellement traiter la question des financements externes qui sont assez récurrents en matière de R&D. Typiquement, on peut avoir des financements au niveau des régions, on a des financements européens, etc. Donc là, la question des financements, c'est aussi important de la traiter dans le contrat. Et dernier point sur les financements, et on arrive à la propriété intellectuelle, en lien avec ce qu'on va voir juste après, donc les résultats de la collaboration, euh, dans, dans le cadre financier, c'est aussi s'entendre sur qui prendra en charge la protection des résultats futurs. Donc, si ça passera par le dépôt de brevets, euh, qui est-ce qui va prendre en charge les frais à ces dépôts, liés à ces dépôts de brevets, par exemple. Donc là, ça fait aussi partie des points à traiter sur la question des finances. Donc, globalement, avec ces quelques questions et ces différents points, ça permet d'avoir déjà une vue sur la collaboration et sur ce qu'on va faire. Et ça permet de pouvoir avancer de manière plus sereine dans le contrat. Donc, ensuite, Valentin, ouais, je suis désolée, j'ai la lourde tâche d'être aussi un peu maître du temps sur ce propial. Il vous reste quelques diapos et peu de temps. Donc, ouais, voilà, je on vous laisse va, continuer. Je devais aussi vous signifier voilà, il y le a pas de timing. souci. Merci à vous. On va avancer rapidement. Donc, au niveau de la propriété intellectuelle, donc, en matière de collaboration, ce qui est généralement prévu, ça va être une définition de la notion de résultat. Donc, les résultats, c'est quoi? C'est la propriété intellectuelle, ou du moins tous les résultats au sens invention, création et autres, qui vont être en fait le fruit de la collaboration. Donc, le livrable final quelque part et l'objectif une fois qu'il sera matérialisé. Donc ces résultats, en général, on parle de résultats communs s'ils sont partagés, résultats propres s'ils sont le fruit du travail d'une seule des parties. Donc ce qui est important ici, c'est de bien définir la notion de résultat pour savoir justement euh, de quoi on parle au sens du périmètre. Donc est-ce qu'on parle uniquement de brevet ou est-ce qu'on parle de tous les résultats au sens large? Et ensuite, ce qui va être important de faire, c'est de prévoir les questions de propriété et d'exploitation. Donc là, traiter la propriété intellectuelle dans une collaboration, ça passe par deux axes principaux. Le premier, c'est la propriété, donc qui est propriétaire des résultats. Alors ça peut être tous les partenaires de la collaboration ou ça peut être seulement le partenaire qui a contribué au résultat. Là, il va falloir se mettre autour de la table pour s'accorder sur le principe qu'on veut retenir. Donc ça, c'est la question de la propriété. Et donc ensuite, la question de l'exploitation, c'est un petit peu décorrélé de la propriété, puisque qui que soit propriétaire des résultats, là, il convient de définir qui pourra les exploiter d'un point de vue commercial.
Et donc, alors, ça peut passer par des contrats de licence, etc. Donc, ça peut être des contrats qui seront à mettre en place après la collaboration. Mais c'est important de traiter de ces questions dès la mise en place de l'accord de collaboration pour pouvoir être au clair en fait sur ces sujets-là et donc traiter de qui va être propriétaire et dans quelles conditions et de qui pourra exploiter et dans quelles conditions. Et donc ensuite, va être aussi importante par rapport à la propriété intellectuelle, la question des connaissances antérieures. Donc, j'en parlais tout à l'heure, on distingue les connaissances antérieures, donc l'avant, entre guillemets, des résultats qui sont en fait l'après de la collaboration. Et sur la question des connaissances antérieures, c'est important ici de se protéger par rapport à son existant en termes de propriété intellectuelle. Donc, toujours faire attention à prévoir des dispositions sur la protection de ses connaissances antérieures. Donc, ça passe par le fait de dire qu'on reste seul propriétaire de son existant euh, et de ce qu'on va apporter à la collaboration. Et donc, en lien avec ça, c'est la notion de droit d'accès. Donc, il arrive souvent que dans le cadre des collaborations, cet existant, donc ses connaissances propres, on va devoir les communiquer ou les mettre à disposition de son partenaire parce qu'il en aura besoin pour travailler de concert, pour arriver vers l'objectif final. Et donc, les droits d'accès, en fait, c'est euh, encadrer l'accès des tiers à ces connaissances propres. Donc, en général, ça va être un mécanisme de licence, où là, il faudra bien limiter cette licence aux seuls besoins du contrat, à la durée du contrat. Et donc, encore une fois, il s'agit de protéger son, son patrimoine et sa propriété intellectuelle en encadrant bien qu'est-ce qu'on apporte à la collaboration et dans quel cadre les tiers pourront y avoir accès, les utiliser, etc. Donc, pour finir, quelles actions à l'issue de la collaboration ça va être tout d'abord faire le point sur la propriété intellectuelle, donc quels ont été les résultats obtenus, à qui appartiennent-ils et comment peut-on les protéger. Et donc là, le contrat viendra en support pour pouvoir interpréter ça et répondre aux questions de propriété et d'exploitation, comme je le disais juste avant. En deuxième, organiser la protection des résultats. Là, c'est une fois qu'on a identifié les résultats à l'issue de la collaboration, on va se poser la question de comment les protéger. Donc, est-ce qu'on peut déposer un brevet? Est-ce qu'on peut avoir des actions de protection par rapport au droit d'auteur au logiciel? Donc là, ça va être des dépôts pour prendre date en général, donc que ce soit par ISO, ce genre de choses. Et donc, anticiper la rédaction des contrats, là, c'est plus par rapport à la question d'exploitation commerciale. Comme je le disais, l'exploitation commerciale des résultats de la collaboration va souvent nécessiter la mise en place de contrats de licence ou alors éventuellement de contrats de copropriété si on est dans le cas de figure de la copropriété. Donc voilà, globalement, les actions qu'il faut mettre en place à l'issue de la collaboration et les questions qu'il faut se poser par rapport aux résultats et à la propriété intellectuelle. Donc, ça fait beaucoup de choses à voir et de sujets à traiter. Mais donc, pour finir cette intervention, euh, je, je vais mettre simplement un petit point d'importance sur le fait de traiter tous ces sujets-là, parce qu'on le voit parfois, malheureusement, dans la pratique, il arrive souvent que des clients viennent nous voir alors que les projets soient déjà finis, soient déjà lancés, et on se rend compte que ces questions de contrat n'ont pas été traitées forcément en amont, et on peut se retrouver un petit peu coincé par rapport à la propriété intellectuelle. Donc c'est important de se poser ces questions-là le plus tôt possible. Et donc, on est là pour répondre à ces questions-là en tant que conseil. Je parle au sens général, que ce soit conseil en propriété intellectuelle, avocat, juriste ou autre. Donc, c'est important de faire le nécessaire le plus tôt possible pour se sécuriser. Et donc, je vais laisser la main à Jérôme pour la suite et donc pour les retours d'expérience un peu plus opérationnels sur ces questions de collaboration.
Merci Valentin, merci à vous pour cet exposé très riche, très clair, très précis que vous nous avez livré. Donc effectivement, nous allons maintenant avoir un partage d'expérience de Jérôme Ville, que j'ai présenté tout à l'heure comme le CEO de Fibroline. Est-ce que dans l'intervalle, il y aura des questions éventuellement pour Valentin, le temps que Jérôme se mette en place? J'ai vu que dans le film, il n'y avait pas spécialement de questions, donc votre exposé était très très clair et très précis, très pointu. Je ne sais pas si vous acceptez qu'on mette à disposition votre support pour tous les participants. Il n'y a pas de souci, ouais. Le Ouais, support a été un peu dense, donc ouais. Alors, si vous plaisir à le acceptez, partager, il n'y a pas de souci. Donc, bah, très bien. Comme ça, on j'invite va à pouvoir partager. Parfait, on va pouvoir le mettre à votre disposition à toutes et tous. Donc, s'il n'y a pas de questions dans cet intervalle, on va laisser aussi place à Jérôme alors pour son partage d'expérience au sein de la société Fibroline, dont vous êtes donc le CIO. C'est à vous. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est tout bon, on m'entend bien? Oui, très très bien, parfait. Bon, parfait. Et voilà, je vous projette ça. Tac. Hop, c'est tout bon pour l'écran? C'est parfait. Impec. Donc voilà, effectivement, merci Valentin. Je pense que c'est une introduction qui était effectivement très détaillée. Et en fait, Fibroline, finalement, ça va être un cas pratique, un cas pratique de tout ce qui a été dit. Alors, je vous ai condensé un petit peu tout ça, mais l'idée, c'est effectivement, sans prétendre effectivement avoir 100% des bonnes pratiques, mais de pouvoir donner un cas concret de cette sécurisation autour de l'API qui est vraiment notre quotidien. Alors, notre quotidien, pourquoi? Peut-être en quelques mots, qui est Fibroline dans un premier temps? En fait, on est une société d'ingénierie qui avons développé un portefeuille de technologies qui permettent l'incorporation, l'imprégnation de particules de poudre dans des structures poreuses. C'est très spécifique. On utilise des champs électriques alternatifs pour ce faire. Et donc, ce principe est unique et breveté. Donc, on a effectivement la propriété de ces technologies. Donc, ces technologies qui sont, si on veut les résumer, en fait, des technologies d'imprégnation en voie sèche. Donc, cette imprégnation en voie sèche est sans solvant et sans eau, a un certain nombre d'avantages écologiques. Je dirais on coche un peu toutes les cases de l'ère du temps sur les aspects environnementaux. C'est vraiment des leviers très importants pour nous. Et en fait, elles permettent de générer tout un tas de produits. On va le voir, je vais vous l'expliquer. Et donc, toutes ces questions de propriété intellectuelle sont vraiment notre quotidien. On a, sur ce principe technologique donc de l'imprégnation de poudre par champ électrique alternatif, on a développé 4 technologies qui sont finalement des configurations mécaniques différentes en fonction des marchés que l'on vise, mais qui utilisent ces principes technologiques. Et donc, ces technologies font l'objet d'un portefeuille de brevets mondiaux. Donc, on y reviendra. On a, de par notre business model, en fait, puisqu'on a un business model de transfert de technologie, c'est-à-dire qu'on ne produit rien. Fibroline n'est pas une société qui produit des produits en tant que tels, mais qui va développer des solutions sur base de ces technologies d'imprégnation de poudre et qui va les transférer. C'est-à-dire qu'on va collaborer avec tout un tas de gens dans des marchés différents et on va prouver l'avantage de A à Z, prouver l'avantage que nos technologies et nos principes pourront apporter, avec l'objectif final de transférer les solutions qui seront mises en industrialisation par nos partenaires, par nos clients. Donc on comprend bien que dans ce contexte, la protection et la gestion de la propriété intellectuelle et la sécurisation de ces collaborations, bien évidemment, c'est notre quotidien. Donc, sur ce principe technologique, on a effectivement l'une des particularités de nos technos, c'est qu'il y a énormément d'applications qui peuvent être générées, qui peuvent résulter de l'utilisation de l'imprégnation de poudre en voie sèche. Donc, pour que ce soit un petit peu moins barbare et vous donner peut-être des applications concrètes, pour rendre un peu les choses plus concrètes, on touche un certain nombre de secteurs d'applications. Donc là, j'en ai sélectionné, on va dire, 7 ici. On a énormément de projets R&D qui sont très amont. Certains n'iront pas jusqu'au bout d'ailleurs. Hein. C'est tout notre travail au quotidien d'aller sélectionner les applications les plus pertinentes. Mais pour vous donner des exemples concrets, donc, et un petit peu aussi, on va dire, les premières applications qui ont été développées par la technologie ont concerné les textiles et les matériaux composites. Donc, dans les matériaux composites, cette technologie permet l'incorporation de résine ou de matériaux plastiques dans des renforts fibreux, comme le lin, par exemple. Et donc, on a
une collaboration qui est publique avec la société De Pestel, qui est un fabricant de lin, en fait, qui extrait du lin et qui fait même, je dirais, croître ce lin. Et ben, avec nos technologies, ils vont aller plus loin, ils vont carrément fabriquer des pré-preg pour l'industrie composite. Et donc, la technologie va être le moyen d'imprégner des poudres de plastique ou résines diverses et variées dans des matériaux de renfort de type fibre naturelle. Donc, on travaille aussi dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de l'automobile. Alors, l'automobile, je peux vous donner aussi peut-être un exemple concret. On a transféré nos technologies pour l'imprégnation de pavillons. C'est-à-dire que c'est les matériaux que vous avez sur vos têtes dans les autos. Hein, donc, c'est ce qui est juste sous la toiture. Ces pavillons sont aujourd'hui réalisés en imprégnation liquide solvantée. Et en fait, nos technologies vont permettre d'éliminer tout solvant, d'éliminer tout usage de solvant et donc, par voie de conséquence, tout composé organique volatile dans l'habitacle d'un véhicule. Et donc, vont permettre d'avoir des solutions beaucoup plus écologiques, bien évidemment aussi qui peuvent être, on est dans l'automobile, économique. Mais l'enjeu, c'est vraiment d'éliminer ces solvants. Et on a effectivement licencié à une multinationale japonaise l'utilisation de nos technos pour la fabrication de pavillons automobiles sans solvant, qui vont être mis en œuvre dans les années à venir. Dans le domaine de la filtration, c'est un secteur qui est aussi de plus en plus important pour nous. C'est un des axes stratégiques pour nous, en tout cas pour le futur. On a deux sujets majeurs qui sont censés se transférer dans les années à venir. Alors là, pour mettre en pratique les bonnes pratiques présentées par Valentin, on a des engagements de confidentialité sur ces sujets-là. Donc, je ne pourrais pas vous citer les applications exactes, mais le principe est que l'incorporation d'une poudre dans un média filtrant en voie sèche va permettre de capter certaines substances, que ce soit aussi bien pour le liquide que pour la filtration air. On a un exemple, un transfert de technologie en cours dans chacun de ces sujets-là. Et donc, voilà, les poudres vont être une poudre active qui va être imprégnée dans un média filtrant. Et puis, si on continue là sur le petit panel d'applications, on travaille de manière très importante dans le domaine du médical, dans les medtech, où on a aujourd'hui deux sujets qui sont publics. On a une collaboration qui a été transférée à la société Smith & Nephew, qui est un pansementier, qui réalise donc à l'aide de nos technologies des pansements antimicrobiens également sans solvant, à sec. Donc, ils vont utiliser des particules antimicrobiennes et vont pouvoir fonctionnaliser leur pansement avec nos technologies. Et puis, tout récemment, plus récemment, puisque ça a été rendu public il y a quelques jours, on a effectivement transféré la technologie à Johnson & Johnson dans le domaine des produits implantables, qui va donc réaliser avec nos technologies l'imprégnation de patchs hémostatiques. Donc, on utilise une poudre hémostatique qui est distribuée dans un patch en voie sèche et qui va permettre d'avoir des patchs qui vont être utilisés par les chirurgiens pour stopper des saignements lors d'opérations un petit peu, je dirais, critiques, où ils ont besoin justement d'intervenir rapidement pour soigner et pour stopper des saignements. Et puis voilà, très, très rapidement, dans la cosmétique, on a également un partenariat avec une société française qui s'appelle Eurowipes, avec qui on a développé un panel de produits de type masque ou lingettes sèches, où on va donc incorporer des particules. Il y a énormément d'actifs cosmétiques qui peuvent être incorporés dans ces produits et qui conduisent là aussi à beaucoup de produits nouveaux, innovants. Donc voilà, et puis pour finir, l'hygiène, là on est plutôt sur un marché de type couche bébé, hygiène féminine, où là la technologie va servir à distribuer des super absorbants, donc des poudres qui sont ultra absorbantes et qui captent les liquides et qui permettent justement d'avoir des drainages, de pouvoir capter des grandes quantités de liquide. Et la technologie permet d'incorporer de manière homogène ces particules de SAP dans des médias poreux. Donc là, c'est juste pour vous donner un petit panel d'applications et d'exemples d'applications. Et on comprend bien que dans chacune de ces collaborations, dans chacun de ces secteurs, quand on initie des essais avec nos technologies, on se retrouve avec effectivement la problématique de la propriété intellectuelle existante, comment la valoriser et la sécuriser, et surtout la problématique de la propriété intellectuelle qui va être créée, qui va résulter de ces collaborations, et qu'il faut également sécuriser dans l'intérêt des deux parties. Et donc, c'est ce qu'on va un petit peu voir. Je vous ai simplement listé dans les prochains slides quelques points qui vont reprendre finalement en partie les points présentés par Valentin, mais qui sont en tout cas pour nous, dans notre cas, des points de vigilance et des points extrêmement importants. Comme premier point, je voulais juste souligner le côté, l'importance de ce que Valentin présentait comme la technologie, la propriété intellectuelle existante, donc background IP si on veut
on va dire, transférer ça en anglais. Donc, effectivement, pour nous, c'est extrêmement important de construire un socle technologique qui est rassurant, qui est fort pour nos partenaires, puisqu'encore une fois, notre business model étant le transfert de technologie, il est essentiel pour nous de sécuriser et de pouvoir démontrer la solidité de nos technologies. Donc, pour ce faire, on a effectivement un portefeuille de brevets mondiaux qu'on dépose, qu'on suit et qu'on, je dirais, améliore constamment. À chaque fois qu'on a une innovation ou une amélioration de nos technologies, on se pose la question d'éventuellement déposer de nouveaux brevets. Et l'avantage d'un socle technologique qui s'appuie sur un portefeuille de brevets, ça va être de limiter aussi les risques qu'on pourrait rencontrer sur un brevet en particulier pour lequel on pourrait avoir des difficultés pour une extension aux États-Unis, pour une extension dans tel ou tel pays. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, le fait d'avoir une techno qui s'appuie sur un portefeuille de brevets, on est dans une situation plutôt sécuritaire par rapport à, encore une fois, avoir uniquement un seul brevet. Pour ce qui est de ce portefeuille de brevets, une question importante pour nous, c'est la dimension géographique de ces brevets et le rapport entre une protection la plus large possible, mais également une optimisation des coûts associés de cette protection. Excusez-moi. Donc, effectivement, on peut, grâce à la protection brevet, en optimisant les aspects géographiques, pouvoir protéger mondialement sans pour autant étendre dans l'ensemble des brevets, dans l'ensemble des pays mondiaux, évidemment. Donc, on a toujours un bon compromis à trouver entre le marché que l'on vise, identifier les principaux marchés, et la mécanique du brevet interdisant à la fois la vente et la production de ces produits avec nos technologies, on peut, par ce biais, protéger mondialement en sélectionnant une partie des pays. L'autre point qui est important aussi, c'est pour nous de trouver le compromis entre brevet qui est effectivement valorisant pour nos technologies, mais qui divulgue, parce qu'il faut quand même bien comprendre que quand on dépose un brevet, on explique très précisément ou assez précisément ce qu'il y a derrière l'innovation. Et donc, dans ces cas-là, il faut accepter le fait que l'on rend public ces informations. Et la notion de savoir-faire qui a été justement mise en avant par Valentin, savoir-faire qui, lui, a l'avantage de rester secret et donc de rester totalement sous contrôle de la société en question. Donc, c'est vrai que nous, on essaie de trouver cette balance entre avoir un socle de brevet fort, mais également un savoir-faire qui reste très protecteur dans le sens où quelqu'un qui voudrait utiliser nos technologies vont lire nos brevets, mais ne vont pas forcément avoir accès à l'ensemble des secrets qui sont derrière. Ensuite, en parallèle de ces aspects brevets et savoir-faire, il était assez important pour nous, dans nos collaborations, d'obtenir des références marchés, c'est-à-dire en fait de prouver l'utilité et la fonctionnalité de nos technologies sur ces différents secteurs. C'est vrai que quand on souhaite aussi apporter un socle technologique fort, le fait d'avoir des références et des technologies qui tournent sur le marché, ça apporte évidemment un niveau de sécurisation à nos partenaires qui est quand même extrêmement important. Et c'est un petit peu comme dans tout secteur, quand quelqu'un a pris le risque le premier, c'est vrai qu'on arrive à limiter les risques pour les suiveurs. Et enfin, très important de s'accompagner de spécialistes propriété intellectuelle. On a effectivement également de notre côté des conseils en propriété intellectuelle qui s'occupent de la gestion de notre pays, qui nous accompagnent dans la réalisation et dans les rédactions de tous nos contrats. On peut, je dirais, bien connaître ces secteurs et bien connaître les préconisations. C'est vrai que ça reste un métier et c'est, en tout cas pour une société de notre taille, important d'avoir des spécialistes qui vont vraiment venir sécuriser, venir apporter un deuxième œil sur les contrats, nous drafter les contrats. Je dirais que c'est quelque chose, en tout cas, on a recours à ces partenaires qui sont essentiels pour nous. Voilà, pour ce qui est de la background IP, donc effectivement, le socle technologique existant, bien évidemment, l'objectif, comme je vous l'ai présenté, c'est pour nous de développer de la nouvelle propriété intellectuelle, de développer des produits, des applications de nos technologies. Donc, se pose la question de la gestion de cette nouvelle IP créée. Et donc là, on l'a aussi vu dans la présentation de Valentin, on a
de manière un petit peu, je dirais, deux cas de figure. Le cas de la propriété intellectuelle qui va être développée en interne. Donc, on est un peu dans le cas le plus simple, évidemment, puisque il s'agit plutôt de bonnes pratiques, parce qu'en fait, alors non pas que l'on n'aime pas partager avec nos partenaires, mais c'est toujours plus simple de se mettre d'accord avec soi-même. Donc, dans ce cas-là, bien évidemment, on est plus sur des bonnes pratiques comme avoir des contrats vis-à-vis des salariés qui incluent les bonnes clauses qui permettent de garantir effectivement à la société d'avoir l'entièreté et l'entière propriété des résultats. Et puis, tout un tas de bonnes pratiques sur la gestion de ces informations en interne, la sécurisation des échanges, que ce soit au niveau des réseaux informatiques, au niveau des échanges d'emails. Je dirais, toutes ces bonnes pratiques sont plutôt des bons réflexes à avoir. Donc ça, je pense que c'est un peu le cas le plus simple, mais néanmoins, je pense important à avoir en tête. Et dans un deuxième temps, effectivement, la nouvelle IP, et donc issue de nos collaborations, la nouvelle IP créée avec des tiers, est-elle un des points de vigilance vraiment à prendre en compte, puisque, comme l'expliquait Valentin, je remets un petit peu ces mêmes éléments, mais clairement, tout échange, toute personne qui a accès à nos outils technologiques et à notre centre d'innovation pour faire des essais, je dirais, n'y aura accès que sous condition d'avoir un NDA en place, un NDA bipartite qui protégera aussi bien les informations qui vont nous transmettre dans les matériaux que l'on testera, mais qui protégera par voie de conséquence tous les résultats qu'on pourra obtenir sur les essais qu'on réalisera pour eux. Il faut bien dissocier financement et propriété des résultats, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un va venir éventuellement financer une partie d'essais R&D chez nous sur nos technologies que pour autant il pourra avoir l'entière propriété des résultats. On amène un outil technologique, une technologie qui est issue d'une vingtaine d'années d'essais R&D, de développement et d'investissement. Bien évidemment, il est logique qu'une personne qui va venir faire des essais sur nos technologies, même si des applications potentielles en résultent, accepte le fait que ces résultats-là sont également l'issue du développement de ces technologies et donc se pose la question du partage de ces résultats. Et donc, sur le partage de ces résultats, on a recours aux outils présentés par Valentin dans sa présentation, que ce soit alors JDA, c'est-à-dire Joint Development Agreement, des accords finalement de collaboration, des accords de R&D, qui vont cadrer précisément la propriété des résultats générés, qui peuvent être aussi bien la propriété des résultats générés du côté process technologique. Donc pour nous, pour être très clair dans l'exemple de notre cas, tout ce qui est généré autour de la technologie, c'est une condition à laquelle on donne accès à nos technos, c'est bien évidemment propriété de Fibroline. Et tout ce qui est plutôt résultat autour des produits et des applications qui en sont générés, là, effectivement, on met en place des accords qui permettent, sous condition, à nos partenaires d'avoir accès à cette propriété, c'est-à-dire aux applications qui sont générées sur notre techno, avec, quand je dis sous condition d'exploitation, puisque pour nous, encore une fois, on est là pour développer des solutions mettant en œuvre, utilisant nos technologies. Donc, il est essentiel pour nous que ces résultats ne restent pas uniquement des résultats dans un tiroir d'une R&D d'une société, mais soient vraiment transformés en application industrielle, en utilisation industrielle, en génération de valeur industrielle, sans quoi, effectivement, c'est important qu'on puisse avoir des portes de sortie. Et également pour une techno, je vous le présentais comme la nôtre, qui s'applique à tout un tas de secteurs d'application, il est très important pour nous de pouvoir cloisonner les secteurs dans lesquels on travaille. C'est-à-dire que quand on met en place une collaboration et pour un secteur stratégique, on va en définir l'objet précisément, le field, le secteur en fait, pour que tout simplement il soit bien clair que les résultats de la collaboration en question sont focus sur ce secteur et que tout ce qui peut être en dehors de ce secteur reste, je dirais, libre. On n'est pas engagé ni bloqué dans le cadre de cette collaboration. Et ça, c'est d'autant plus important pour nous qu'on peut parfois avoir, on parlait du domaine, l'exemple de la filtration, des développements spécifiques sur un actif filtrant une solution bien spécifique. Et des résultats pourraient parfois peut-être déborder un petit peu du cadre de la collaboration. Donc, c'est très important pour nous que dans ces cas-là, on puisse être libre, je dirais, de valoriser nos technos en dehors du fil de visée,
sans qu'effectivement on puisse être bloqué par ces collaborations. Donc ça, c'est vrai que ça peut être des points de vigilance à prendre en compte de parfois, quand on a de multiples collaborations R&D, de bien les cloisonner pour éviter d'avoir des éventuels conflits qui peuvent poser des problèmes par la suite. Et donc là, j'en parlais juste avant, effectivement, prévoir des clauses de sortie en cas de non-exploitation, ça c'est quelque chose qui est effectivement assez important pour nous. On souhaite réellement, effectivement, quand on transfère nos technos, quand on développe des solutions, on souhaite que ce soit pour l'objectif d'industrialiser et pas seulement, je dirais, de bloquer la concurrence ou de vouloir, je dirais, générer juste de la propriété intellectuelle. Donc, on a dans l'ensemble de nos collaborations des clauses qui prévoient qu'après un certain temps, effectivement, soit la nouvelle pays est utilisée, soit effectivement, on en a la jouissance avec la possibilité de réutilisation et de sous-licence à d'autres qui permettent d'éviter des blocages éventuels. C'est vrai que si on donne accès à l'usage de nos technos à tout un tas de sociétés qui chacune viendrait déposer des titres de pays sans les utiliser, on se retrouverait bloqué dans tout un tas de secteurs, ce qui est une situation qu'on ne pourrait pas forcément accepter dans notre cas. Donc après, ça, c'est des discussions, des choses à faire comprendre à nos partenaires aussi, et c'est des choses qui sont bien compris quand après on rentre dans un bon équilibre entre ce que l'on va leur permettre de sécuriser, mais dans l'objectif, encore une fois, de les utiliser. Et donc, c'est un peu, en conclusion, le compromis et la balance qu'on essaie de trouver. Valentin soulignait tout à l'heure qu'il y avait effectivement chaque collaboration, c'est souvent des contraintes, chaque accord, c'est des contraintes qui sont nécessaires. C'est un peu ce qu'on essaye de mettre en place, trouver ce compromis entre permettre, faciliter une collaboration, parce qu'il ne faut pas qu'avec toutes ces mesures, on se retrouve dans une situation où la collaboration est infaisable. C'est-à-dire qu'il faut quand même à un moment ou à un autre créer de la valeur et créer du collaboratif. Donc, on essaie de trouver le bon compromis entre prendre un minimum de risques parfois, peut-être faire un certain nombre de concessions, mais pour autant avoir effectivement des accords qui sont rigoureux, cadrés et qui permettent de cadrer ces collaborations, même si ça parfois engendre des pertes de temps, des complexifications de nos aspects contractuels. Ça demande parfois des discussions qui sont un petit peu longues. Ça peut conduire dans certains cas à certaines frustrations de ne pas pouvoir collaborer, mais ça, il faut parfois savoir l'accepter parce que je dirais que le contraire pourrait conduire à des conflits ou à tout simplement des applications qui ne pourraient jamais voir le jour. Donc, c'est un petit peu en conclusion ce que je soulignerais. Et puis enfin, je pense qu'il y a un cas aussi qui est peu applicable dans notre cas. C'est le cas de la marque, qui est aussi parfois une solution aussi pour sécuriser une technologie ou un produit, mais qui est un petit peu moins adapté dans notre cas. Et ça peut être, par contre, pour certaines sociétés, des moyens de sécuriser et de valoriser leurs produits. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Merci Jérôme. Avant que je perde ma voix, je m'excuse, je suis un petit peu malade, mais j'ai fait le maximum. Voilà. Écoutez, merci en tout cas Jérôme. Oui, c'est le moment de boire un petit coup parce que c'est vrai qu'on voit que vous avez été un peu supplicié au niveau de la voix. Merci à vous en tout cas pour ce partage d'expérience chez Fibroline, qui démontre bien effectivement la nécessité dans ce genre de sécurisation de collaboration, que c'est à la fois de la rigueur d'un côté, mais c'est aussi un peu une prise de risque. Et c'est cet équilibre que vous nous avez montré sur la dernière slide qui est toujours un petit peu complexe et difficile à tenir. Donc on va terminer avec Rémi. On a pris un petit peu de retard, vous l'aurez remarqué. Donc, j'ai déjà constaté qu'il y avait des personnes qui nous avaient quittés. Mais c'est comme ça, c'est la vie des webinaires. Donc, Rémi, c'est pas facile de passer en dernier. Mais je vous invite donc à partager votre présentation. Donc, je rappelle, vous êtes directeur de la R&D chez Soprema. Et vous allez également nous partager à nouveau votre expérience autour de la sécurisation des collaborations. Et effectivement, il y a des personnes qui nous quittent. Mais écoutez, c'est ainsi. De toute façon, le replay sera accessible à tous et vous aurez également les supports. Voilà, donc Rémi, c'est à vous. Ok, écoutez, bonsoir à toutes et toutes. Je vais essayer d'être percutant et bref pour les dernières et derniers motivés qui sont présents. Bien entendu, il y aura quelques redites sur lesquelles je vais passer très vite. Mais à la question sécuriser ces collaborations chez Soprema, comment est-ce qu'on traduit ça
dans un langage quotidien de nos métiers. La sécurisation des collaborations, c'est avant tout dans une logique de protéger le business. D'accord. Alors pourquoi on veut protéger le business? Pas pour se protéger, mais aussi se défendre et pourquoi pas attaquer. Et donc au cœur, la question que l'on va avoir à cœur de répondre à chaque fois que l'on démarre une collaboration, c'est qu'est-ce que je dois entreprendre pour protéger mon business? Et on va voir qu'en fonction du type de collaboration, on a un arsenal qui a déjà bien été détaillé par Valentin et sur lequel je reviendrai très rapidement. On a différentes solutions, sachant que dans une logique extrêmement pragmatique, nous, on ne cherche pas à utiliser la bombe atomique pour tuer une mouche, hein, pour faire simple, ou inversement. Alors, ça me fait parler très rapidement d'un point clé qui est la chaîne de valeur de mon business. La chaîne de valeur de mon business, peu importe où je me situe sur la chaîne de valeur, mais ce sont des partenaires. Ce sont des partenaires avec lesquels j'ai besoin de collaborer dans une logique de créer de la valeur. Hein. C'est ce qu'on appelle aussi d'une façon plus globale le réseau, parce que là, on peut aussi rajouter, ça a été cité à quelques reprises, les partenaires de recherche académique. Ça peut être effectivement d'autres types de structures sur le réseau. Mais mon réseau, il me veut du bien, mais il ne me veut pas forcément que du bien. Hein, nous, on a un petit adage chez Soprema qui dit une entreprise, c'est un miracle permanent de survie, dans la mesure où on a des clients qui veulent acheter les produits le moins cher possible, on a des fournisseurs qui veulent nous vendre les matières premières les plus chères possibles, et les employés souhaitent être payés le plus possible aussi. Donc, la sécurisation du business, c'est extrêmement important, y compris donc dans les collaborations avec le réseau. Et je vais essayer de détailler ce que Valentin a déjà fait d'une façon très simple et avec quelques petits mots différents sur effectivement tout ce qu'on peut avoir quelque part du plus simple au plus complexe. Le premier qui a été évoqué, c'est effectivement le NDA, hein, ou l'accord de secret, que l'on traduit, nous, d'une façon très imagée et bien entendu un petit peu restrictive. Un NDA, qu'est-ce que c'est avec un partenaire dans une collaboration? C'est globalement, tout ce qu'on se dit, ça reste entre nous, et ce que je t'ai dit, t'en fais pas ce que tu veux. On a parlé derrière de la sensibilisation des équipes. Moi, j'attire aussi l'attention sur un petit détail très pratique, mais qui permet de couvrir pas mal de documents. C'est ce que je vous mets ici, c'est la petite mention que vous pouvez attacher à votre signature électronique qui stipule très clairement que ce courrier électronique, il contient des informations confidentielles. Ça permet, d'une façon très simple, de couvrir par la confidentialité tout ce que vous pouvez partager avec l'extérieur sans avoir à se poser la question et sans que vos collaborateurs aient à se poser la question, est-ce que c'est confidentiel ou pas confidentiel? De facto, on part du principe que tout peut être potentiellement confidentiel. Et derrière, si on vient à critiquer la confidentialité, ce qu'il peut y avoir dans un courrier électronique, ça sera un sujet de discussion. Voilà. Donc ça, c'est le point le premier. C'est ça, hein, tout ce qu'on dit, ça reste entre nous. Il y en a un qui a été évoqué que en partie, sur lequel je souhaite attirer l'attention, notamment pour les entreprises qui échangent des échantillons. C'est le MTA, ou Material Transfer Agreement, qui, comme ça a été précisé un petit peu aussi par Valentin, peut préciser qu'on ne va pas faire d'analyse, on ne va pas faire de reverse engineering sur un échantillon que l'on envoie. On va utiliser l'échantillon que pour ce dont on a besoin dans le cadre de la collaboration. Et on va aussi pouvoir mettre quelques règles. Qu'est-ce que je peux faire en propriété intellectuelle que je développerai avec ce dit échantillon? Et là, si vous êtes provider d'échantillons ou si vous êtes receveur d'échantillons, vos intérêts peuvent être complètement différents. Et c'est quelque chose qu'il faut discuter avec l'autre partie, car vous êtes provider d'échantillons, vous allez vouloir écrire dans un MTA, tout ce que tu fais avec mon échantillon, ça m'appartient.
Et si vous êtes receveur d'échantillons, vous avez envie de dire, attends, ton échantillon, il va me servir à développer du savoir. Il est hors de question que tout ce que je fais avec, ça t'appartienne. Donc ça, ça fait partie de la négociation qu'il peut y avoir, mais j'attire l'attention sur le fait que l'échantillon est quelque chose qui est aussi échangé dans une collaboration, qui peut faire l'objet d'un contrat spécifique. J'attire votre attention aussi que dans certains cas, les échantillons, la personne qui les reçoit ou qui les demande va peut-être les payer. Et expérience personnelle que je souhaite partager, c'est regarder dans le détail les conditions générales de vente de ce dit échantillon, car lors d'une collaboration il y a quelques mois, on s'est rendu compte qu'il était précisé dans les conditions générales de vente que tout ce qui était fait avec cet échantillon appartenait à la personne qui avait délivré l'échantillon. Donc c'est aussi un sujet de négociation. Ce produit-là, je l'achète à condition que les conditions générales de vente soient en phase avec ce que je souhaite en faire. Ça me semble être extrêmement important parce que je suppose que parmi tous les gens qui suivent ce webinaire, il n'y a pas grand monde qui lit les conditions générales de vente. Donc, petit détail, mais qui peut avoir son importance. Ensuite, on va arriver à un point qui a aussi déjà été évoqué, c'est l'accord de collaboration, hein, ou en anglais le Joint Development Agreement. Celui-là, on est un petit peu plus engagé en collaboration, hein, et qu'est-ce qu'on fait? On va définir des règles du jeu sur comment est-ce que cette collaboration, on la voit, avec quelques éléments clés qui me semblent être importants de bien répéter. Le financement. Qui fait quoi? Qui paye quoi? Ça, c'est important, histoire de ne pas se retrouver en cours de collaboration. Ah ouais, non, mais ça, moi, je ne peux pas me le payer. Et qui peuvent entraîner des discussions à n'en plus finir et surtout à retarder la collaboration. Donc, les règles du jeu du financement peuvent être définies. Par exemple, chacun fait ça sur fonds propres. Où on organise des flux financiers entre les différents partenaires. La propriété du résultat, ça a déjà été évoqué, ou les propriétés des résultats, ça a été déjà évoqué, et c'est un élément extrêmement important qu'il faut définir dans les règles du jeu, histoire de ne pas se retrouver en cours de projet avec là aussi des palabres à n'en plus finir. Et sur cette propriété des résultats aussi, comment est-ce qu'on va gérer les potentiels résultats brevetables ou protégeables par de la propriété intellectuelle. Voilà. Ça me semble être les 3 points que je voulais mettre en avant sur les règles du jeu à ne pas oublier dans un accord de développement. Et bien entendu, mais ça Valentin l'a très bien détaillé, la confidentialité de ce qu'on fait derrière, et un JDA forcément prend le pas sur un potentiel NDA qui aurait été signé au préalable. Voilà. Ensuite, la collaboration se passe bien, on sort des résultats extrêmement intéressants, et puis là, on arrive à ce que j'appelle l'effet waouh. Et l'effet waouh, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut uniquement, c'est quelque chose d'extrêmement important, ce que je voulais dire, et c'est potentiellement quelque chose qui va être brevetable. Donc, quand on arrive à ce moment-là dans une collaboration et qu'on a un effet waouh, il va falloir effectivement qu'on dise, bon, cet effet waouh, qui, quoi, où, comment, est-ce qu'on l'a fait ensemble? Est-ce qu'on l'a fait chacun de notre côté? Et si on l'a fait ensemble, et là, on va s'engager dans une nouvelle étape de la collaboration qui peut potentiellement être le brevet en copropriété, ou comment est-ce que je me partage différents brevets qui seraient issus de ce fameux effet waouh. Et voilà, alors là, je vous donne juste un exemple d'une demande de brevet d'invention qui date d'il y a quelques années, où vous voyez que la copropriété, suite à un accord de consortium et donc un JDA qui avait été signé, vous voyez que dans ce cas-là, on est dans une copropriété, non pas à deux, mais vous avez, sur l'exemple que je présente ici, 2 sociétés. La société Ciral, qui est une filiale du groupe Tereos, la société Soprema, et vous avez ici 2 tutelles universitaires qui sont les tutelles du laboratoire de recherche avec lequel on a fait
cette innovation que sont le CNRS et l'Université de Strasbourg. Alors pourquoi ça, je voulais le mettre en avant? C'est qu'à un moment donné, après, les titulaires de cette copropriété, il va falloir qu'ils s'entendent entre eux pour savoir ce qu'on en fait. Et là, on arrive donc dans un autre point extrêmement important de la collaboration, ça peut être le règlement de la copropriété. Et là aussi, il me semble important, dans ce règlement de copropriété, c'est qui gère, qui paye, qui fait la banque, si jamais on définit la banque. Et après, le point pour moi le plus important en tant que potentiel exploitant de cette copropriété, comment est-ce que je gère mon domaine d'exploitation? Et vous êtes complémentaires sur la chaîne de valeur, comme je le présentais au préalable dans le petit graphique. Moi, ce que je vais essayer de négocier au maximum dans un règlement de copropriété, c'est une exclusivité dans mon domaine d'exploitation. Et là apparaît donc ce qui était présenté aussi préalablement sur comment est-ce qu'on arrive à segmenter de la propriété intellectuelle. Moi, le brevet dont on parlait tout à l'heure, que je vous ai présenté, moi, il m'intéresse que dans un domaine bien spécifique d'exploitation. D'autres partenaires peuvent être intéressés dans d'autres domaines d'exploitation, mais moi, ce qui va être important dans un règlement de copropriété, c'est de dire d'une façon très imagée, dans le domaine d'exploitation de Soprema, s'il vous plaît, foutez-moi la paix, je souhaite l'exclusivité et je vais faire mon maximum pour exploiter dans ce domaine. Bien entendu, si j'exploite pas, on a, comme c'était présenté, des clauses qui aussi doivent être là pour éviter qu'on ait des gens qui essayent de freiner le développement d'une technologie. Voilà. Mais mon conseil, vous développez quelque chose en copropriété avec des acteurs complémentaires sur la chaîne de valeur, exigez que dans votre domaine d'exploitation, vous ayez une exclusivité et qu'on vous fiche la paix et que vous ne vous retrouviez pas à gérer des licences de potentiels concurrents dans votre domaine. Et bien entendu, les redevances, ça c'est aussi un point qui est extrêmement important et qui peut faire l'objet d'énormément de débats, surtout quand vous êtes à bas TRL. Comment est-ce que vous voulez, à bas TRL, avoir une idée précise des redevances qu'on va imaginer le jour où on exploitera? C'est extrêmement compliqué et la solution, là aussi, qu'on a mis en place quasiment tout le temps, c'est de dire, dans le règlement de copropriété, on se met une clause de revoyure le jour où on est prêt à exploiter, parce qu'aujourd'hui, parler de redevance, ça n'a pas de sens, et potentiellement, on peut mettre des chiffres qui peuvent s'avérer être des tueurs de business, parce que trop importants en pourcentage de chiffre d'affaires, de marge, etc., etc. Donc mon conseil aussi, si vous êtes à des bas TRL au moment où vous parlez de la copropriété, il est important de reporter la discussion sur les redevances à un moment où on sera bien monté en TRL et très proche du marché. Un autre point qui peut être important dans une collaboration, c'est que c'est le partenaire qui a fait une innovation majeure, mais qui vous intéresse. Et dans ce cas-là, c'est comment est-ce que je peux potentiellement avoir accès à cette propriété intellectuelle, et ça, c'est ce qu'on appelle la cession d'une licence de brevet. L'approche qu'on a essayé et qu'on a déjà fait par le passé lors de ce cas d'achat ou de tentative d'achat de licence de brevet, c'est une approche en disant on partage le risque. Dans bien des cas, quand on imagine un brevet, on a surtout un bout de papier, mais on n'a pas forcément une technologie extrêmement aboutie. Donc il y a encore un risque. Ce risque-là, il faut bien entendu le dérisquer. C'est de l'investissement. Comment est-ce qu'on le partage? Essayons de mettre en avant une situation gagnante-gagnante entre le licencié et la personne qui licencie. Ça me semble être très important. Et quelques conseils que je partage et déjà pratiqués, donc ce ne sont pas des conseils théoriques. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de minimiser au maximum l'upfront, c'est de jalonner cet upfront avec des possibilités de sortie au monté en changement d'échelle, et quelque chose qui est aussi là pour montrer notre volonté d'être dans une situation win-win, c'est que si on est sur une licence qui peut, dans le futur, être
un succès commercial à peine imaginé, pourquoi devrait-on caper les fees et les royautés? Et donc, c'est quelque chose que l'on propose en disant, nous, on souhaite minimiser l'upfront parce qu'il y a encore du risque et quelque part, on ne souhaite pas être plombé par un upfront trop important. Par contre, monsieur, la personne qui licencie, moi, je vous dis, on ne va pas caper les fees. Et le jour où c'est le maxi succès pour Soprema, il est normal que vous, en tant qu'auteur de cette propriété intellectuelle, vous en ayez aussi un succès non capé. Voilà. Et enfin, l'exploitation commerciale, ce qui me semble être important de dire, et ça c'est important, c'est tout ce dont j'ai parlé au préalable, essentiellement les conditions d'exploitation de brevets en copropriété ou en licence, tout doit être formalisé avant les premiers euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est pour moi extrêmement important et c'est un message que je voulais vraiment faire passer et conseiller à tout le monde. Ne faites pas de première vente avant que tout soit formalisé. C'est extrêmement dangereux et les bons partenariats et le côté ami-ami qu'on pouvait avoir au préalable peut vite s'avérer tourner au cauchemar. Voilà, voilà. Et pour terminer, ça serait mon dernier slide. Et vous, dans les collaborations, en dehors de toute la partie sécurisation, mais c'est au plus pour moi dans une approche globale de la collaboration, il faut ne pas hésiter à avoir cette approche win-win. Et quand je dis cette approche win-win, excusez-moi, il y a une faute d'orthographe sur approche, je ne l'avais pas vue celle-là, il faut la traduire dans les faits en précisant le win, pour moi, Soprema, c'est ça. Par exemple, c'est l'exclusivité dans mon domaine. Vous, monsieur le partenaire académique ou monsieur le partenaire fournisseur, quel est votre win? Et si on arrive à bien connaître le win de chacun des partenaires, c'est beaucoup plus facile de trouver une solution intelligente qui intègre le win de chacun pour éviter une frustration à un moment donné. Bien entendu, et ça a été bien précisé au cours de cette session, il ne faut pas hésiter à se faire aider par des experts du domaine de façon à ne pas faire des erreurs ou ne pas être trop naïf sur certains points. Je pense aussi que la notion d'abnégation et de ne rien lâcher dans les discussions, c'est extrêmement important, hein. Si on est dans une collaboration fructueuse win-win, il n'y a pas de raison que moi, ça soit un demi-win et que pour mon partenaire, ça soit un super win. Donc, on ne lâche rien. Et ce n'est pas parce que je suis une start-up qui est en face d'un grand groupe que je dois baisser les chines. Si la collaboration est fructueuse dans une logique de gagnant-gagnant, on trouvera le compromis qui convient à tout le monde et justement de ne pas avoir ce sentiment de dépendance par rapport à l'un ou l'autre de ses partenaires. Et voilà, j'en ai terminé. Alors, j'espère avoir tenu le timing et vous avoir partagé une petite expérience de comment est-ce qu'on pratiquait ça au quotidien. Merci beaucoup Rémi, merci à vous pour cette présentation et cet échange de pratiques et ce partage d'expériences très, très riche aussi et très, très incarné. Donc merci aussi à tous les participants qui sont restés. Alors finalement, on peut rallumer les caméras pour quelques minutes là. Donc nous vous avons tous les 3 écouté, donc Valentin, Jérôme et Rémi avec beaucoup d'attention. Avant qu'on puisse éventuellement poser quelques questions, moi je résumerai votre présentation en 3 mots finalement. Vous avez bien incarné tous les 2. Finalement, sécuriser les collaborations, c'est un peu passer du contrat au constat au compas. Hein, vous nous l'avez précisé, Valentin, tout à l'heure, le contrat, ça a quelque chose de social, comme nous le disait Rousseau, hein, c'est la négociation bilatérale, c'est le relationnel, c'est la NDA, c'est les accords de confidentialité. Dans le contrat, il y a quelque chose de très relationnel aussi qui est ancré. Vous, Jérôme, vous nous avez, par votre excellente d'expérience à Fibroline, parlé du constat, le socle technologique, le socle scientifique, quelque chose qui participe de la précision, de l'objectivation aussi des choses et de la rigueur qui est nécessaire pour qu'on puisse bien savoir de quoi on parle. Et vous, Rémi, dans cette dernière intervention, vous nous avez parlé du compas. C'est pour ça que je disais contrat, constat, compas. Et vous nous avez un peu échangé votre vision stratégique. J'ai beaucoup aimé votre phrase lorsque vous disiez une entreprise, c'est un miracle permanent de survie. Et avec votre win-win, demi-win, super win et half-win, c'est bien ça aussi dont il s'agit. C'est cette stratégie qu'on met en place, ce compas, cette vision, cette boussole. Donc, et qui vient incarner effectivement toutes les stratégies qu'une entreprise peut et doit mettre en place quand il s'agit de sécuriser ses collaborations et effectivement de continuer de créer de la valeur. C'est aussi ce par quoi vous avez commencé.
Donc, y a-t-il des... Alors, il y avait une question, je ne sais pas si Vianney est resté avec nous. Tout à l'heure, vous aviez une question, Vianney, savoir si quelqu'un avait été déjà attaqué pour un non-respect de NDA, donc la phase pré-contractuelle, comme nous l'a bien expliqué Valentin, hein, sur les NDA. Est-ce que quelqu'un avait déjà eu une attaque, ou en tout cas un non-respect de NDA, et est-ce que le NDA protégeait réellement de la divulgation? Alors, Vianney, êtes-vous encore avec nous? Et est-ce que quelqu'un parmi nous, parmi les intervenants peut-être? Oui, Rémi, vous avez levé la main. Ouais, bah moi, je voulais réagir dans le chat et j'ai pas eu le temps de le faire. Le NDA, forcément, il protège. Ça, c'est très clair. Moi, j'ai un cas concret en ce moment où, avec un partenaire où on a commencé une collaboration que sous NDA, on a eu écho par la bande qu'ils souhaitaient breveter les résultats de cette collaboration, y compris des résultats que l'on avait partagés avec eux. Et là, très clairement, on leur a dit, bah, écoutez, il n'y a rien qui vous empêche de breveter parce qu'on n'était que sous NDA. Par contre, si vous divulguez dans votre demande de brevet des résultats que l'on vous a transmis, vous enfreignez le NDA que vous avez signé. Donc faites gaffe à ça. Et ils sont revenus à la table de négociation en disant bah, il faut qu'on brevette ensemble. Voilà. Donc c'est un cas très concret où le NDA et les résultats qu'on a transmis, donc c'est pas une attaque, mais c'est vraiment de rappeler aux gens que derrière le NDA, il y a un engagement et que cet engagement, ben, ne pas le respecter, ben, c'est un non-respect de l'engagement. Voilà. Valentin, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à votre explicitation sur effectivement la phase précontractuelle du NDA, puis ensuite l'accord de contractualisation? C'est plus sur le sujet de est-ce qu'on ça a déjà arrivé que quelqu'un soit attaqué pour un non-respect de NDA bon, je sais pas si c'était une question retour d'expérience ou plus théorique, mais sur le principe, comme tous les contrats, dès lors que le contrat n'est pas respecté, on peut engager la responsabilité contractuelle. Donc là, en l'occurrence, les NDA, et étant donné que c'est un contrat qui est très courant aujourd'hui dans les affaires, bien entendu, c'est déjà arrivé qu'il y ait des violations de NDA. Et donc, c'est assez courant que les juges soient saisis pour la violation de NDA. Après, sur la question de est-ce que le NDA protège réellement, oui et non, dans le sens où ça reste un contrat, donc vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de faire quelque chose qu'il y ait contrat ou pas. Donc en soi, s'il veut pas le faire, entre guillemets, vous ne pourrez pas l'empêcher. Par contre, le NDA, vous avez un engagement contractuel, ça veut dire que ce sera beaucoup plus facile d'aller chercher la responsabilité de la personne qui aurait divulgué. Donc le NDA, ça reste quand même une protection importante et ça vous permettra à terme aussi d'obtenir une réparation du préjudice sur le plan financier. Donc, est-ce que c'est la solution parfaite? Non, mais parce que la solution parfaite n'existe pas. Mais donc, oui, on peut l'actionner et donc, oui, ça reste un moyen de protection intéressant. Merci Valentin. Peut-être un petit commentaire sur, Oui, sur l'intervention de Rémi, parce que je partage tout à fait. On a eu des cas un tout petit peu similaires, mais c'est effectivement quand on est dans une collaboration étroite avec un partenaire, s'il décide effectivement d'aller breveter et donc par voie de conséquence de divulguer, de rendre public, puisqu'à terme un brevet c'est bien public, il sera assez difficile pour lui, si c'est issu d'une collaboration étroite, de vraiment s'affranchir des informations qui viennent de l'autre partie. Et justement, c'est pour ça que probablement ils ont dû revenir à la table des négociations avec Rémi, puisque voilà, ils ont peut-être été un peu cavaliers et ça, parfois, ça va être très compliqué pour eux d'extraire vraiment ce qui est uniquement de leur fait, ce qui est du fait de l'autre partie. Et donc, mieux vaut peut-être faire un contrat de copro et donc voilà, revenir à la table. Donc, sans parler d'attaque, là, le NDA est quand même un sacré levier pour contrôler un petit peu les résultats de tout ça. Nous, on a eu le cas d'un partenaire qui a effectivement mis un peu en pratique, c'est-à-dire a déposé un brevet un petit peu à la limite de l'utilisation de nos informations confidentielles, alors probablement plutôt par, je dirais, inadvertance que par vraiment volonté d'utiliser des informations confidentielles de notre part. Mais c'est vrai qu'on est revenu discuter avec lui et on a obtenu un accord, tout simplement un accord pour collaborer ensemble. Et donc ça, on n'aurait pas eu ce NDA en place. Je dirais qu'il n'aurait pas pu être forcé
de discuter et d'obtenir cet accord ensemble. Donc, pas forcément de tribunaux à chaque fois, mais c'est quand même un outil qui permet de rattraper un peu ce qui pourrait déraper. Merci Jérôme. Y a-t-il d'autres questions? D'autres partages? Non. Donc, écoutez, je pense qu'on est arrivé au terme de ce 49e Propial, comme on l'a dit en introduction, hein. Donc tout d'abord, je tiens à remercier bien évidemment Rémi Perrin, Jérôme Ville et Valentin Angle pour leur participation et l'animation de ce webinaire consacré donc à la sécurisation des collaborations. Merci pour votre partage, pour la précision de votre présentation. Donc on l'a dit, on vous mettra à disposition les supports. On les a pas mis dans le fil de discussion, mais ils vous seront transmis. Merci aussi à Emmanuel Heiser de la CCI et puis à Sophie Gastine aussi, représentant la délégation régionale de l'INPI, qui a aussi contribué à la préparation de ce Propial, donc dans la collaboration donc INPI, CCI et I2EPI. Merci à vous tous et toutes aussi d'être restés un peu plus tardivement que ce qui était prévu. Donc voilà, on a un petit peu débordé, mais ça arrive. Donc merci d'être restés en tout cas jusqu'au bout. J'espère que ces apports vous auront aussi éclairé. Voilà, c'est intéressant aussi de partir à la fois avec des réponses, mais aussi avec des questions, parce que c'est bien le principe aussi de l'amélioration continue, c'est de pouvoir effectivement continuer de travailler là-dessus. Donc, en tout cas, on vous donne rendez-vous à toutes et tous pour le 50e Propial qui se tiendra donc au printemps de 2024. Donc, je vous souhaite à tous et toutes une très, très bonne soirée, et puis à très, très bientôt. Merci. Merci, bonne soirée. Oui. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir à Merci, tous. au revoir. Merci, au revoir.